Chunk 1 en manière de combat japonaise ou de quelque manière de combat que ce soit, car l'être humain a 3 bras et 4 jambes. La foule était en délire. Pourtant, ils n'étaient pas tous là pour prendre Bruce Lee au sérieux. Pour la majorité, il n'était qu'un jeune homme engagé pour un petit spectacle, une attraction secondaire tape à l'œil lors d'un événement déjà complet. Les gens se détendaient sur leurs sièges. Certains intrigués, d'autres divertis, n'attendant rien de plus qu'un gadget. Bruce se tenait tranquillement, le regard intense, sa présence captivante, bien que plusieurs le dédaignent encore. Le public murmurait, se demandant de quoi cet acteur était réellement capable. Ce qui allait suivre allait calmer tout scepticisme dans la salle et laisser les spectateurs complètement abasourdis, jeunesse et carrière. Bruce Lee est né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie. Son père, Lee Hoi-chuen, était un chanteur d'opéra cantonais renommé de Hong Kong et sa mère, Grace Ho, était d'origine métissée, ce qui a été source de nombreuses controverses. Certains affirment qu'elle était en partie d'origine allemande, tandis que d'autres affirment que son père était d'origine juive hollandaise. Ce qui est sûr, c'est que Bruce a été élevé dans un mélange d'influences orientales et occidentales qui ont contribué à sa perspective indépendante sur la vie. Ses parents étaient allés en Amérique pour une tournée d'opéra et la naissance américaine de Bruce a fait de lui un citoyen américain. En avril 1941, seulement 4 mois après sa naissance, la famille Lee est retournée à Hong Kong. Peu de temps après, la ville est passée sous occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et les Lee ont rencontré de nombreuses difficultés. Puisque son père était dans les arts, Bruce a été exposé au cinéma très tôt. Il a fait des apparitions au cinéma en tant qu'enfant acteur et son premier rôle était celui d'un bébé dans Golden Gate Girl à 18 ans. Il avait déjà 20 apparitions au cinéma à son actif. On l'appelait Petit Dragon parce qu'il était né l'année et l'heure du dragon selon le zodiaque chinois. Le père de Bruce l'a également initié aux arts martiaux. Il a d'abord appris le tai chi à 7 ans, puis a appris le Wing Chun, étudiant sous la direction du légendaire grand maître Ip Man en 1953. Certains étudiants l'ont cependant rejeté en raison de son ascendance mixte, car la majorité à Hong Kong estimait que les arts martiaux ne pouvaient pas être enseignés aux non-chinois. Néanmoins, Bruce s'est entraîné en privé avec Ip Man et quelques autres. Dans sa jeunesse, Bruce était plus qu'un simple artiste martial, il était aussi un bon danseur. Couronné champion de Hong Kong de Cha en 1958, la même année, il a également remporté un titre de boxe scolaire en battant le champion en titre. Mais Bruce était sujet aux bagarres de quart de rue et après que l'une d'elles ait pris une tournure grave, ses parents se sont inquiétés pour sa sécurité et son avenir. Chunk 2, en 1959, ils ont décidé de le renvoyer en Amérique pour qu'il obtienne sa citoyenneté américaine. Bruce s'est installé à Seattle où il a terminé ses études secondaires et a commencé à enseigner son propre style d'arts martiaux qu'il a appelé Jun Fan Gong Fu. Il travaillait même comme serveur dans le restaurant de Ruby Chow pour gagner sa vie. Plus tard, il a créé sa première école d'arts martiaux et a acquis ses premiers disciples fidèles. Il a ensuite déménagé à Auckland où il s'est associé à l'artiste martial James Yim Lee. En 1964, Bruce a été invité aux championnats internationaux de karaté de Long Beach où il a stupéfié le public en faisant ses célèbres pompes à 2 doigts et le légendaire coup de poing d'1 pouce. Cet acte lui a valu une reconnaissance généralisée. À peu près à la même époque, il a participé au célèbre combat contre Wong Jackman, une rencontre qui l'a amené à remettre en question les arts martiaux conventionnels et à créer finalement sa propre doctrine, le Jeet Kune Do ou la voie du poing qui intercepte. La percée de Bruce à Hollywood est survenue lorsqu'il a joué Kato dans le Frélon Vert de 1966 à 1967. Bien que la série n'ait duré qu'une saison, elle a introduit les arts martiaux à la télévision en Amérique et a fait de Bruce une star montante. À la fin des années 1960, Bruce donnait des cours à des célébrités telles que James Coburn et Sterling Siliphant, chorégraphiait des scènes de combat et développait des concepts de films.
Sa combinaison de philosophie, d'athlétisme et de charisme l'a fait se démarquer des autres et a fait de lui une icône culturelle. Son combat contre les barrières raciales d'Hollywood, Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial ou une célébrité du cinéma. C'était une personne qui a complètement révolutionné la façon dont le monde percevait les hommes asiatiques à l'écran. Avant lui, Hollywood avait tendance à stéréotyper les Asiatiques dans des rôles limités et dégradants. Ils étaient fréquemment dépeints comme des mauviettes, des personnages enfantins ou convenant uniquement aux domestiques et aux figurants. Les hommes asiatiques, en particulier, étaient rarement dépeints comme durs, confiants ou attirants. Mais Bruce Lee a brisé ce stéréotype. Il ne permettrait pas à Hollywood de le mouler en stéréotype. Au lieu de cela, il s'est présenté comme fier, fort et résolument chinois. Son ami Amy a déclaré un jour que, alors que de nombreux Asiatiques en Amérique essayaient de s'intégrer ou d'être plus blancs, Bruce débordait de fierté pour sa culture. Il voulait que le monde sache qu'être chinois était une chose dont il fallait être fier et non avoir honte. À l'écran, il a fait exactement cela. Il a créé une toute nouvelle image des hommes asiatiques, durs, forts, intelligents et, oui, même sexy. Comme l'a décrit un professeur de l'université du Michigan, Hae-Sung Chung, Bruce Lee a fait des hommes asiatiques des héros d'action qui pouvaient susciter l'admiration et l'émerveillement plutôt que le rire. Naturellement, son succès a engendré un nouveau stéréotype, celui de l'artiste martial, mais comparé aux anciennes représentations dégradantes, c'était un grand pas en avant. De plus, l'impact de Bruce ne s'est pas limité aux populations asiatiques. Shank 3. En Amérique du Nord, ces films sont d'abord devenus particulièrement populaires auprès des fans noirs, asiatiques et hispaniques. Pour la plupart des personnes de couleur, regarder Bruce Lee lutter contre l'injustice sur grand écran était une source d'inspiration. En fait, dans les années 1970, dans les communautés noires, sa renommée ne venait qu'après celle de Muhammad Ali, le champion de boxe poids lourd. Au fur et à mesure que sa popularité augmentait, Bruce Lee est devenu l'une des rares stars non blanches à entrer dans le courant dominant d'Hollywood, une industrie contrôlée par des artistes blancs à l'époque. Pour les enfants qui grandissaient à cette époque, en particulier les enfants de couleur, il était un éveil. Le rappeur LL Cool J a déclaré un jour que les films de Bruce étaient les premiers dans lesquels lui, un jeune garçon noir, avait vu un héros d'action non blanc. Cet effet ne peut être surestimé. Bruce ne faisait pas des films, il réécrivait les possibilités. Le poète derrière le combattant. Lorsque la plupart des gens entendent parler de Bruce Lee, ils pensent aux coups de pied rapides, comme l'éclair, à la philosophie sage ou au charisme inégalé devant la caméra. Mais il y avait un autre côté plus doux de lui qui a tendance à passer inaperçu. La poésie. Pour Bruce, écrire ne consistait pas simplement à enchaîner des mots, c'était une autre méthode d'expression de soi, tout comme les arts martiaux. Sa fille Shannon Lee a déclaré un jour qu'il écrivait de la poésie. Il était vraiment l'artiste accompli. Cela résume bien la situation. Bruce ne s'est jamais limité à un seul domaine de la créativité. Ses poèmes, tout comme sa technique de combat, étaient bruts, très émotionnels et pleins de symbolisme. Il s'agissait de notes griffonnées et de réflexions à différents moments de sa vie. Sa femme, Linda Lee Cadwell, a par la suite partagé la plupart de ses écrits avec le monde, donnant aux gens un aperçu d'une version plus intime et exposée de Bruce. L'écrivain et éditeur John Little a également contribué de manière significative à rassembler et à publier ses œuvres afin que les fans puissent ressentir les mots de Bruce aussi fortement qu'il ressentait ses arts martiaux. Il est intéressant de noter que les poèmes de Bruce n'étaient pas conventionnels, ni dans leur structure, ni dans leurs règles. On les qualifiait parfois d'anti-poésie ou de paradoxaux. Ils ressemblaient beaucoup à sa philosophie imprévisible, fluide et non structurée. Tout comme il l'a déclaré un jour, « Soyez sans forme, sans contour, comme l'eau », ces poèmes coulaient librement, souvent composés en vers libres qui défiaient les formes conventionnelles. Linda a mentionné un jour que ses poèmes étaient plutôt sombres selon les normes américaines. Ils avaient tendance à refléter les ombres de l'esprit humain, les émotions que la plupart des gens préféreraient éviter. Chunk 4.
Cet aspect de Bruce peut surprendre les fans qui ne le connaissent que comme l'artiste martial audacieux sur grand écran. Pourtant, ses écrits nous présentent un homme qui luttait contre ses sentiments, ses doutes et les énigmes de la vie. De cette manière, il peut même être mis en parallèle avec de grands poètes tels que Robert Frost, qui utilisaient également une imagerie plus sombre pour interpréter la vie. Simultanément, la poésie de Bruce n'était jamais séparée de ses autres centres d'intérêt. Sa philosophie et ses arts martiaux s'insinuaient dans ses poèmes, leur donnant leur propre rythme et leur propre sens. Il utilisait fréquemment l'idée du yin et du yang, l'harmonie des opposés. Tout comme les arts martiaux exigent un équilibre entre l'immobilité et la force, la poésie de Bruce avait tendance à osciller entre l'obscurité et la lumière, la confusion et la clarté, ce qui était agréable. Ces poèmes nous offrent aujourd'hui l'occasion d'observer Bruce non seulement en tant qu'artiste martial ou acteur, mais aussi en tant qu'artiste à part entière qui voulait exprimer sa réalité intérieure de toutes les manières possibles. Ces poèmes nous rappellent que sous les coups de pied volants et les performances mémorables se cachait une personne réfléchie et attentionnée qui considérait la vie elle-même comme de la poésie, la toxicomanie de Bruce Lee. Quand on entend le nom de Bruce Lee, l'esprit évoque généralement des images d'un homme débordant de vie, de vitalité et de discipline. Mais comme c'est le cas pour la plupart des stars de sa génération, il y avait un autre côté de sa vie qui n'était pas aussi connu. En juillet 2021, une collection de plus de 40 lettres manuscrites de Bruce Lee a fait surface en privé. Il ne s'agissait pas de lettres ordinaires, il s'agissait de messages personnels qu'il avait écrits à son ami proche et co-vedette du film Fureur de vaincre, Robert Bob Baker. Les lettres écrites entre 1967 et 1973 ont ensuite été vendues aux enchères par Heritage Auctions pour une somme faramineuse de 462 500 $. Ce qui était si surprenant dans ces lettres, c'était leur sujet. Au lieu d'écrire sur les techniques d'arts martiaux ou sur son dernier projet à grande échelle, Bruce demandait des choses très personnelles. Il demandait fréquemment à Baker de lui envoyer des drogues, de la cocaïne, des analgésiques et même des produits chimiques psychédéliques tels que la psilocybine. Il ne s'agissait pas non plus de mentions isolées. Les lettres documentaient que Bruce dépendait de Baker pour avoir accès à ces drogues, un peu comme un fournisseur. Cette version de Bruce Lee est un choc pour la plupart de ses fans car elle ne correspond pas à l'image que nous connaissons généralement de lui. Le pratiquant d'arts martiaux contrôlés qui prônait la maîtrise de soi, la santé et la modération. Mais cela nous rappelle aussi que Bruce était un être humain. Et comme beaucoup d'autres qui travaillaient à Hollywood à la fin des années 1960 et au début des années 1970, il a expérimenté ou compté sur les drogues pour faire face aux exigences de la célébrité, à sa vie physiquement épuisante et peut-être même à ses troubles intérieurs. Les médecins ont par la suite émis l'hypothèse que cette expérimentation de drogue avait peut-être contribué à ses problèmes de santé. En effet, le médecin de Hong Kong, Puning, a même émis l'hypothèse que la cocaïne était peut-être responsable de l'effondrement inattendu de Bruce en mai 1973. Cet effondrement s'est produit seulement 2 mois avant sa mort prématurée et tragique à l'âge de 32 ans. Bien qu'une raison n'ait jamais été pleinement convenue quant à ce qui l'a tué, les lettres donnent de la crédibilité à l'idée que les drogues ont joué un rôle dans sa maladie pendant les dernières années de sa vie. Pour ses fans, la nouvelle est difficile à avaler. D'une part, elle n'enlève rien à son héritage. Chunk 5, Bruce Lee était toujours un pionnier qui a redéfini l'art des arts martiaux pour toujours. D'un autre côté, elle révèle les démons secrets auxquels même une personne aussi apparemment puissante et disciplinée que Bruce a pu être confrontée. Les longues lettres manuscrites secrètes, conservées pendant des décennies, et finalement découvertes de nombreuses années plus tard, lèvent donc le voile sur l'homme de la légende. Elle nous rappelle que les héros, aussi durs qu'ils puissent paraître à l'écran, peuvent aussi combattre des démons personnels que le monde ne remarque souvent pas. Sa vie personnelle, Bruce était le 4e d'une famille de 5 enfants. Ses sœurs étaient Phoebe et Agnes, tandis que ses frères étaient Peter et Robert. Son frère cadet, Robert Lee Junfei, est devenu chanteur et musicien. Il était membre d'un groupe de Hong Kong appelé The Thunderbirds qui chantait beaucoup de chansons en anglais. Après la mort de Bruce, Robert a même sorti une chanson hommage intitulée The Ballad of Bruce Lee
Aux États-Unis, la vie personnelle de Bruce a également commencé à prendre forme. Pendant ses études à l'université de Washington à Seattle, il a rencontré Linda Emory, une étudiante en voie de devenir enseignante. Le mariage interracial était encore interdit dans la plupart de l'Amérique à l'époque. Les deux se sont donc mariés en secret en août 1964. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Brandon, né en 1965, et Shannon, né en 1969. Après la mort prématurée de Bruce en 1973, Linda Lee a continué à faire vivre sa légende. Elle a écrit des livres tels que Bruce Lee, The Man Only I Knew, 1975, sur lequel est basé le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee, en 1993. Elle a même promu la philosophie des arts martiaux de Bruce, le Jeet Kune Do, afin que le monde n'oublie jamais la légende derrière l'homme. Le dernier jour de Bruce Lee, en mai 1973, Bruce Lee a reçu le premier avertissement sérieux concernant sa santé. Alors qu'il enregistrait Opération Dragon à Hong Kong, il s'est effondré brusquement. Il n'était pas simplement pris de vertige ou épuisé. Il a eu de violentes crises et des maux de tête lancinants. Il a été emmené à l'hôpital Baptiste de Hong Kong où les médecins ont diagnostiqué un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. Une fois qu'il a perdu conscience, qu'il a cessé de respirer et qu'il a eu une forte fièvre, heureusement, les médecins ont pu le sauver en dégonflant son gonflement. Plus tard, aux États-Unis, on a découvert, grâce à un scanner cérébral, que Bruce souffrait d'un trouble convulsif, ce qui mettait constamment sa vie en danger. 2 mois après cet incident, le 20 juillet 1973, la vie de Bruce a pris une tournure tragique. Il a passé cette journée à faire des plans pour ses films. Ambitieux et plein d'énergie, il devait dîner ce soir-là avec l'acteur George Lazenby dans l'espoir de le faire jouer dans un prochain film. Bruce avait passé la première partie de l'après-midi à travailler avec son producteur et ami Raymond Chow sur le scénario de Le jeu de la mort. Chunk 6. À 17h, les 2 hommes se sont rendus au domicile de l'actrice Betty Ting. Tous les 3 ont passé des heures à discuter des détails du film. Cependant, le soir, Bruce s'est plaint d'un mal de tête. Pour tenter d'atténuer la douleur, il a pris un analgésique administré par Ting, puis s'est allongé pour faire une sieste. Chow est parti à 20h, s'attendant à ce que Bruce se présente plus tard pour dîner avec Lazenby. Mais Bruce ne s'est jamais présenté. Lorsque Chow est retourné à l'appartement de Ting vers 21h45, Bruce dormait toujours. Au début, cela ne semblait rien d'anormal, mais lorsqu'ils ont essayé de le réveiller, il n'a pas réagi. La peur s'est rapidement installée. Le médecin personnel de Ting a été convoqué vers 22h. Il a tenté de réanimer Bruce pendant 10 minutes, mais il était trop tard. Bruce ne présentait plus aucun signe vital. Il a été transporté en ambulance à l'hôpital Queen Elizabeth, mais les médecins de l'hôpital n'ont pu que constater le pire. Bruce Lee était décédé. Il n'avait que 32 ans. La nouvelle a choqué le monde entier. Les fans étaient incapables de comprendre comment une personne aussi vivante, forte et disciplinée pouvait décéder en un instant. Bruce a été enterré au cimetière de Lakeview à Seattle le 25 juillet 1973. Ses funérailles ont également été honorées par la présence de membres de sa famille, d'amis proches et de stars d'Hollywood. Les porteurs étaient Steve McQueen, James Coburn, Dan Inosanto, Taki Kimura, Peter Chin et Robert, le frère de Bruce. Ce fut un moment de grande tristesse, non seulement pour les membres de sa famille, mais pour l'ensemble de la population mondiale. L'homme qui avait révolutionné les arts martiaux et le cinéma a fait ses adieux au monde beaucoup trop tôt. Son histoire étant un mystère qui est encore discuté aujourd'hui, quelques causes possibles de sa mort. Suite à la mort inattendue de Bruce Lee en 1973, le monde était à la recherche de réponses. Pour découvrir la vérité, Donald Theard, un pathologiste britannique chevronné de Scotland Yard, qui avait pratiqué plus de 1000 autopsies, a été engagé. Son rapport était choquant. Il a constaté que Bruce était décédé des suites d'un accident ou d'une mort accidentelle et imprévue. La cause officielle du décès était un œdème cérébral, un gonflement du cerveau qui a été attribué à une allergie à un médicament appelé Aquagesic.
Ce médicament contenait à la fois de l'aspirine et un sédatif appelé Meprobamat. Chunk 7. Curieusement, Bruce avait utilisé de l'équagésique à de nombreuses reprises auparavant sans problème grave, mais le 20 juillet 1973, il lui a été fatal. Le rapport d'autopsie indiquait que son cerveau avait augmenté de 12,5%, passant de 1400 grammes à 1115 grammes. Le tribunal du coroner a adopté à l'unanimité les conclusions de Théard. Néanmoins, cela n'a pas empêché les rumeurs de se propager. Bientôt, des théories farfelues ont vu le jour. Certains tabloïds ont émis l'hypothèse que Bruce avait été assassiné par les triades chinoises. D'autres rumeurs mentionnaient une malédiction familiale, en particulier après la mort subséquente de son fils, Brandon. Ces biais théories du complot ont fait partie de la mythologie de Bruce, les journaux de Hong Kong alimentant le feu pour plus de publicité et de vente. On a également spéculé au départ sur la présence de drogue dans son organisme. De petites quantités de cannabis ont été détectées dans son estomac, mais Théard n'a pas convenu que c'était ce qui avait conduit à son effondrement ou à sa mort. Il a qualifié de irresponsable et d'irrationnel de le suggérer. D'autres professionnels de la santé ont acquiescé. Même l'Armed Forces Institute of Pathology en Amérique a exclu le cannabis comme cause. Des années plus tard, des chercheurs et des biographes ont continué à chercher des réponses. Dans son roman de 2018, Bruce Lee, Une vie, l'auteur Matthew Polly a suggéré une autre théorie, le coup de chaleur. Il a mentionné que Bruce s'était évanoui plus tôt en mai 1973 pendant une période de chaleur. Ce qui pourrait être lié. Ce qui a rendu son cas plus compliqué, c'est le fait que Bruce avait effectivement subi une intervention chirurgicale mineure à la fin de 1972 pour se faire enlever les glandes sudoripares des aisselles. Apparemment, il l'a fait parce qu'il pensait que les marques de sueur ne rendaient pas bien à la caméra. Polly a soutenu que cette opération aurait pu empêcher le corps de Bruce de se refroidir efficacement, entraînant une surchauffe, un coup de chaleur et finalement un œdème cérébral. En décembre 2022, une nouvelle hypothèse médicale a émergé. Un groupe d'experts en reins a écrit dans le Clinical Kidney Journal que Bruce aurait pu mourir d'hyponatrémie, une maladie causée par des taux de sodium anormalement bas dans le sang. Il pensait que la consommation excessive d'eau de Bruce, l'utilisation de médicaments spécifiques et son mode de vie auraient pu empêcher ses reins d'évacuer l'excès de liquide, entraînant un gonflement du cerveau. Et plus récemment, en juillet 2025, une émission de télévision de Hong Kong nommée Quartal Plus F The Truth s'est penchée sur sa mort avec une nouvelle analyse médicale. Ils en ont déduit que Bruce est probablement décédé des suites d'une mort subite et inattendue due à l'épilepsie, rejetant les spéculations précédentes telles que l'allergie à l'aspirine ou le simple gonflement du cerveau. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans plus tard, la cause précise de la mort de Bruce Lee fait toujours débat. Et c'est peut-être pourquoi son héritage semble toujours aussi insaisissable. Trésor perdu de Bruce Lee. La carrière de Bruce Lee a été plus que pleine de grands succès et de scènes inoubliables, mais tous les projets qu'il a touchés n'ont pas vu le jour. En plus de ses films bien connus, il a également conçu des projets qui ne se sont jamais développés pleinement, ce qui nous offre un aperçu des concepts qu'il explorait en tant qu'artiste martial et conteur. Un excellent exemple est le film provisoirement intitulé Southern Fist Northern Leg, Chunk 8. Bien qu'il n'ait jamais été réalisé, il existe toujours une bande sur laquelle Bruce Lee lui-même discute de l'intrigue générale. Le fait de l'entendre l'expliquer donne aux fans un aperçu de la façon dont il envisageait de combiner les styles d'arts martiaux dans un long métrage. Il se trouve que l'idée de ce film avait des similitudes avec le scénario de The Silent Flute, plus tard intitulé Circle of Iron, qui a finalement été terminé sans lui. Ce lien témoigne de l'influence de l'inventivité de Lee sur le film d'arts martiaux, même dans les projets qu'il n'a pas pu mener à bien lui-même. Un autre concept non réalisé de sa part était Green Bamboo Warrior. Contrairement à Southern Fist Northern Leg, cette production était plus avancée.
Il était prévu de le tourner à San Francisco, offrant à Lee l'opportunité de mélanger ses racines orientales en arts martiaux avec l'environnement culturel occidental auquel il était habitué. Lee devait partager la vedette avec Bolo Yeung, qui allait devenir célèbre en jouant le méchant dans Opération Dragon. La production bénéficiait même du soutien de poids lourd du producteur Andrew Vajna, qui a ensuite produit des films d'action plus grands que nature comme Rambo. Pour donner un sens à la réalité, des tests de costumes de séances photos ont même été organisés, ce qui démontre l'engagement de Lee à faire avancer le film. Malheureusement, sa mort prématurée a fait en sorte que ces entreprises prometteuses ne se sont jamais concrétisées. Néanmoins, ces créations abandonnées offrent aux fans et aux historiens une situation hypothétique intrigante. Qu'est-ce que Bruce Lee aurait pu apporter d'autre au cinéma s'il avait survécu plus longtemps? Même dans leur état inachevé, ces projets témoignent de la vision, de la motivation et de l'espoir de Bruce Lee de faire progresser la narration des films d'arts martiaux bien plus que quiconque essayait à l'époque. La démonstration de Long Beach qui a tout changé. Tout s'est passé lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach de 1964 qui étaient organisés par Ed Parker, un pionnier américain du Kenpo. Parker a invité Bruce Lee à présenter sa version spéciale des arts martiaux, une chance qui allait changer l'histoire. Bruce a commencé par des pompes à 2 doigts en s'équilibrant uniquement sur son index et son pouce, et sa force brute a attiré l'attention. Ensuite, il est passé au légendaire coup de poing d'1 pouce. Se tenant à seulement 1 pouce de la poitrine de l'étudiant Bob Baker, il a lancé une déflagration qui a envoyé Baker s'écraser sur une chaise. Baker, qui est resté stupéfait, s'est souvenu « J'ai dit à Bruce de ne plus jamais faire ce genre de démonstration. Quand il m'a frappé cette dernière fois, j'ai dû rester à la maison et ne pas aller travailler parce que la douleur dans ma poitrine était insupportable. » Ce n'était pas le seul mouvement spectaculaire en évidence. Bruce a également démontré sa capacité à lancer des frappes puissantes sans télégraphie, une compétence qui n'est pas passée inaperçue auprès d'une figure non moins importante que le grand maître de taekwondo Jun Rhee qu'il a rencontré là-bas. Lee a appris le coup de le coup de pied latéral de Rhee par la suite, et Lee a aidé Rhee à perfectionner le coup de poing non télégraphique, fusionnant ainsi leur monde d'arts martiaux. La foule, composée principalement d'artistes martiaux et de spectateurs intéressés, s'est tue d'émerveillement. Ils voyaient quelque chose de plus qu'une cascade époustouflante. Ils ont vu une vitesse, une précision et une véritable innovation à l'état pur, condensée en de petits mouvements coordonnés. Comme l'a dit plus tard le documentaire Boiteur d'ESPN, cette exposition a tout chamboulé et a placé Bruce Lee directement sous les feux de la rampe de la conscience publique américaine. Joe Louis, un artiste martial légendaire, a parlé plus tard de l'impact explosif de Bruce. Je ne me suis jamais tenu devant un autre être humain qui était aussi rapide que lui. Chunk 9. J'ai vu d'autres personnes qui avaient de la vitesse mais manquaient de conviction. Ou vice-versa, il était comme Ali. Il avait les deux, une validation puissante de l'un des meilleurs combattants de l'époque. Cette seule démonstration a valu à Bruce plus que de simples applaudissements. Elle a changé le paysage des arts martiaux. Du jour au lendemain, l'étiquette de gadget a été effacée, remplacée par le respect et l'intrigue. Il avait prouvé que la vraie puissance ne nécessitait pas d'élan ou d'artifice, seulement la maîtrise de la mécanique du corps, l'intention et le timing. C'est ce moment, audacieux, précis et indélébile, qui a vraiment catapulté Bruce Lee aux yeux du public, convertissant les sceptiques en croyants et les fans en passionnés à vie. La vie de Bruce Lee a été brève, mais l'impact qu'il a laissé derrière lui s'est avéré intemporel. Au-delà de ses compétences en tant qu'artiste martial et acteur, ce qui l'a vraiment rendu extraordinaire, c'est sa capacité à inspirer les gens à penser différemment sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. C'était un homme qui a brisé les barrières, pas seulement dans le cinéma ou le sport, mais aussi dans la façon dont les gens considéraient l'identité, la force et la discipline. Lee s'est constamment poussé à se développer, refusant d'être défini par des limitations, qu'elles soient culturelles, physiques ou mentales. Cette soif de croissance l'a rendu attachant, car au fond, il était quelqu'un qui s'efforçait toujours d'être meilleur.
Ce qui rend également l'histoire de Lee si fascinante, c'est la façon dont il a mélangé tant d'univers différents. Il n'était pas seulement un combattant ou un artiste, il était un penseur, un enseignant et un créateur. Il abordait la vie comme une œuvre d'art, la façonnant avec le même soin et la même imagination qu'il apportait à ses films et à sa philosophie. Cette capacité à combiner l'esprit, le corps et l'esprit le distingue et continue de résonner avec les personnes qui découvrent son héritage aujourd'hui. Même si le temps de Bruce Lee sur Terre s'est terminé beaucoup trop tôt, sa présence se fait sentir des décennies plus tard. Ses films captivent toujours le public, sa philosophie continue de motiver les rêveurs et son histoire est la preuve que la passion et la persévérance peuvent surmonter presque tout. Peut-être que la plus grande leçon que Bruce Lee a laissée derrière lui est que le succès ne se résume pas à la gloire, à l'argent ou au pouvoir. Il s'agit d'authenticité, de vivre pleinement l'instant présent et d'oser exprimer qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi Bruce Lee est non seulement considéré comme une légende des arts martiaux, mais aussi comme une icône culturelle dont l'influence suscite encore l'énergie, la curiosité et le courage à travers le monde. Et cela conclut notre exploration approfondie de la vie et de l'héritage incroyable de Bruce Lee. Son histoire est plus que de simples arts martiaux ou films. Il s'agit de repousser les limites, de croire en soi et de laisser derrière soi un impact qui dure éternellement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de cliquer sur le bouton s'abonner. Et bien sûr, appuyez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos dernières mises en ligne. Chunk Dink. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.